Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Invité de l'écho. Invité de l'écho, c'est votre émission qui s'intéresse spécifiquement sur les sujets liés à l'économie pour en débattre avec des analystes économiques, des experts en matière ou en sciences économiques et aussi avec les décideurs. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les projets de loi de finances pour l'exercice 2025, entendez par là les budgets nationaux pour l'année 2025. La première ministre, Judith Souminois, a déposé ses projets le lundi dernier, 16 septembre 2024, au bureau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption par les deux chambres du Parlement. Je ne suis pas seul ici pour débattre pour aborder cette question. Je reçois un économiste. Il s'agit bien de Gustave Tshibangou, que je salue. Bonsoir Gustave Tshibangou. Bonsoir Jojo, c'est toujours un honneur pour moi de répondre à vos invitations, surtout lorsqu'on parle de l'économie surtout de la RDC. Je suis toujours prêt à pouvoir répondre. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et d'entrée de jeu, le projet de loi de finances exercice 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais. Il dégage ainsi un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget 2024. C'est une bonne nouvelle pour l'économie congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Jojo. En fait, je tiens d'abord, premièrement, à féliciter la Première ministre ainsi que tout son gouvernement d'avoir présenté dans les délais ce projet de loi des finances. C'est un projet qui est encore en cours, qui est déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Il est équilibré, comme vous l'avez dit, en recettes, tout comme en dépenses, et c'est une bonne nouvelle, en réalité. Mais une bonne nouvelle, mais il faut savoir qu'il y a des réformes pour pouvoir réaliser, parce qu'il y a un problème qui se pose généralement dans notre pays. Lorsque vous passez un peu en revue la réalisation ou l'exécution des budgets antérieurs, vous allez constater que les assignations sont là, mais généralement nous avons des difficultés de fois de pouvoir concrétiser ou soit réaliser ces assignations. Et donc, cette question va toujours revenir. Nous avons aujourd'hui, vous avez parlé de l'accroissement de plus de 21% par rapport au budget 2024. Donc, on est passé de 16 milliards à 18 milliards. Nous sommes la République démocratique du Congo, je l'ai toujours insisté. Nous devrions être ambitieux. La RDC doit être ambitieuse. Et avoir un budget de 18 milliards, en réalité, c'est minime. Mais par rapport aux analyses faites par le membre du gouvernement, ils ont projeté autour des 18 milliards. Ce n'est pas en réalité quelque chose où on devait se réjouir pour dire, voilà, 18 milliards vaut la République démocratique du Congo. Vous estimez que, j'estime que la RDC pouvait en avoir un peu plus, mais sur base de quels éléments? En fait, on pouvait avoir bien au-delà des 18 milliards, mais par rapport aux réformes qui doivent être mises en œuvre, ces réformes-là devront prendre un peu du temps. Et donc, pour moi, lorsque le gouvernement détermine 18 milliards, c'est sur base en réalité de certaines données auxquelles, en attendant, des réformes sérieuses. Et moi, j'insiste que 18 milliards, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que 18 milliards, ce n'est pas réaliste. Mais moi, je l'ai toujours dit que c'est réaliste en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a de moyens. Il faut des réformes à la fois courageuses, des réformes à la fois objectives, réalistes, mais surtout aussi des réformes impopulaires. Et c'est sur quoi doivent porter ces réformes? Effectivement. Je vais aller, premièrement, la première réforme, pour moi, je pense qu'elle est tirée à partir même du premier engagement du président de la République au niveau, je crois, de la deuxième niche, la première niche plutôt, c'est celle de la formalisation du secteur informel. Vous savez que l'économie congolaise aujourd'hui est dans la rue. J'insiste toujours qu'elle est dans la rue. Pourquoi? Parce qu'une étude a été menée
et démontré que sur 600 unités économiques enquêtées en République démocratique du Congo, nous avions 98% qui étaient dans l'informel ou qui sont dans l'informel. Ce qui revient à dire... Qu'est-ce que vous appelez informel? Vous allez continuer dans votre raisonnement, mais qu'est-ce que vous appelez informel? D'autant plus que ceux qui sont, entre guillemets, là dans l'informel, payent les taxes. Aussi, il y a des services qui passent. Effectivement, c'est autour de tout ça que je suis en train de vous dire qu'il y a de l'argent en réalité au sein de l'économie, mais il est question maintenant de pouvoir mobiliser ces recettes. Donc, quand vous dites qu'ils payent les taxes et autres, vous savez bien la tracasserie qu'il y a en République démocratique du Congo. Quand je parle de l'informel, ça veut dire qu'il y a des unités économiques qui existent, qui payent, mais ils payent auprès de qui? Est-ce que cela arrive dans les comptes du Trésor? Des services Donc, voilà, de l'État. C'est pour ça qu'il faille des réformes courageuses dont je suis en train de faire allusion ici. Et donc, je parle de la formalisation. Pourquoi? Parce que ces unités économiques qui ne sont pas répertoriées en réalité par l'État, vous avez des petites unités économiques, des petites entreprises. En réalité, ce sont des contribuables congolais. Ils sont autour des 600 000. Mais sur les 600 000, 98% sont dans l'informel. Ça veut dire qu'ils ne contribuent pas. Tout ce qu'eux payent, par exemple, auprès des uns et des autres, n'arrive pas dans les comptes du Trésor. Et cela fait en sorte que les recettes s'amenuisent au niveau du Trésor public. Et donc, la formalisation du secteur informel va permettre à l'État de pouvoir ramener ces 600 unités économiques comme contribuables. Parce que je vais vous donner une statistique, M. Jojo. Vous avez en République démocratique du Congo, sur l'ensemble des assujettis, 200 entreprises, grandes entreprises, qui contribuent à hauteur de 78% de recettes publiques de l'État. Ce qui revient à dire que si ces 200 entreprises connaissent des problèmes, et principalement ce sont des entreprises minières, si elles connaissent des problèmes aujourd'hui, le budget de la République démocratique du Congo connaîtra également des sérieux problèmes. Et donc, il faut faire en sorte de ramener toutes ces unités économiques. Je vais donner encore un autre exemple, M. Jojo. Vous êtes dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous savez qu'un motard, communément appelé Wewa, est une unité économique qui, normalement, doit être répertoriée et doit contribuer également dans les recettes intérieures de la République démocratique du Congo au travers l'impôt. Il paye ça et là de taxes. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, il paye dans l'informel généralement. Il faut qu'il soit reconnu comme une unité économique répertoriée par les trésors publics qui paye. Aujourd'hui, nous avons la notion de la bancarisation. Les recettes de l'État sont bancarisées. Vous pouvez me dire qu'un Wewa est répertorié comme une unité économique et que ce Wewa-là a son numéro d'impôt. Parce que c'est prévu comme ça. Une unité économique, l'entreprise ou l'unité économique doit avoir un numéro d'impôt au niveau de la direction générale des impôts et contribuer au travers un impôt que j'appelle l'impôt sur l'impôt sur le bénéfice. En réalité, comme une petite unité économique, elle doit contribuer autour, je crois, des 32 000 francs l'année. Et si vous prenez les nombres de motards, vous les formalisez et qu'ils payent les 32 000 francs, parce qu'ils réalisent des bénéfices, 32 000 francs annuellement, multiplié par le nombre de motards qu'il y a au sein de l'économie congolaise. Vous pensez réellement que nous ne pouvons pas aller au-delà même des assignations qu'on est en train d'attribuer à la Direction générale des impôts? Et le gouvernement peut mobiliser combien d'après vous? Déjà, si ces réformes sont engagées, est-ce qu'en une année, 50 000 milliards de francs congolais, pas de dollars, milliards de francs congolais? Effectivement, M. Jojo. Et puis, on peut aller au-delà même de ces 50 000 milliards. Pour moi, si ces réformes, pourquoi je les appelle des réformes courageuses? Des réformes impopulaires, des réformes réalistes et surtout des réformes objectives. Ce qui revient à dire qu'il faut qu'on soit sérieux. À part la formalisation, il faut encore quoi? Effectivement. Deuxième, il faut accélérer la lutte contre la corruption, le travail que fait l'IGF, mais également accélérer également la numérisation et l'informatisation des processus de recouvrement des recettes. Tout en se basant, parmi les réformes d'ailleurs au niveau du ministère des Finances, c'est la création du compte unique du Trésor. On ne peut pas comprendre
qu'un pays comme la RDC, nous pouvons, les trésors peuvent avoir plusieurs comptes. Non, il faut une centralisation, c'est ce qui va permettre en réalité de lutter contre le coulage de recettes. Et là, je fais allusion également au secteur minier. Est-ce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, la Gécamine par exemple, qui était hier une entreprise publique, mobilisait, contribuait à hauteur de 70% dans le budget de l'État, alors que la Gécamine produisait autour de 500 000 tonnes de cuivre. Mais aujourd'hui, nous avons des entreprises étrangères. Nous avons la Gécamine qui est également là, mais qui a été privatisée parce qu'il y a également des privés qui ont intégré. Mais nous produisons au-delà de 1 million de tonnes. Nous exportons vers l'étranger. Mais dans les comptes du Trésor, nous ne recevons que 1 milliard de dollars sur 15 milliards d'exportations. Et c'est en dessous même des 10%. Mais vous pensez que c'est seul avec le secteur minier ou bien il faut par exemple le secteur de transport? Effectivement, là... L'aviation, les transports aériens aussi. Non, non, là j'ai pris juste un cas pour vous faire comprendre qu'il y a des potentialités, il y a de l'argent en République démocratique du Congo et un budget de 18 milliards, nous pouvons aller au-delà même de ces 18 milliards. J'ai pris seulement l'exemple du secteur minier. Vous avez parlé aujourd'hui avec le secteur du transport. Si vous allez également, il y a un autre secteur. Vous savez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez circuler dans toute la ville de Kinshasa pour voir les sociétés de loteries qui sont dans la ville de Kinshasa? Et ces sociétés sont répandues également dans toute la République démocratique du Congo. Ces sociétés-là réalisent de gains. Est-ce que vous pouvez me dire, M. Jojo, lorsque quelqu'un joue au jeu d'hasard et qu'il gagne 10 millions de francs, l'État a combien sur ses gains? Il faut que des réflexions sérieuses, que des réformes sérieuses soient faites pour mobiliser également. Et c'est chaque jour. C'est chaque jour que les personnes, nous sommes les Congolais, jouent à ces jeux d'hasard, qu'il y a des gagnants. Et, tout ça, et ces gagnants-là, tout ça, ce sont des recettes. Ça échappe au trésor public. Et voilà. Il faut des réformes dans ces secteurs-là. Alors, Monsieur Gustave Cheban, comme nous parlons du budget, il y a la Première ministre, je l'ai dit, avait déposé le projet de loi de finances exercice 2025 au bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons suivre ce qu'elle a déclaré au sortir de l'entretien avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières,
les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Merci à la régie pour cet élément. Nous venons là de suivre la chef du gouvernement, Judith Souminois, qui venait de déposer le projet de loi de finances exercice 2025. C'est le tout premier projet de budget national de ces gouvernements, piloté par l'ancienne ministre du Plan et du Développement, Madame Judith Souminois. Et comme elle vient de le dire, elle va s'attaquer dans ces budgets sur de priorités, la sécurité, les investissements, l'agriculture et autres. Gustave Tshibangou, lorsqu'on suit la première ministre, on se rend compte qu'elle veut que de priorités telles que la sécurité, l'agriculture soient vraiment traitées en urgence. Et il y a même l'enveloppe salariale qui a connu une augmentation de près de 18%. Donc c'est allé de 9026 milliards de francs congolais à 9629 milliards de francs congolais. C'est déjà une bonne chose aussi. En fait, permettez-moi, M. Jojo, de revenir un peu sur deux petites réformes que je voulais, avant d'aborder l'analyse sur cette présentation de Madame la Première ministre. Je vous l'accorde. Donc, il y a une réforme sur la taxe sur la valeur ajoutée. Vous savez que le ministre des Finances, récemment, va pouvoir lancer la réforme de la TVA. Et vous savez que la TVA, c'est aussi une source de recettes de l'État. Mais il se pose un problème depuis 2012 par rapport à sa mobilisation. Parce que vous savez qu'il y a d'un côté la TVA due, mais également d'un côté la TVA également collectée. Et il se pose toujours un problème au niveau de l'État qui n'a pas de moyens, des structures pour pouvoir mobiliser. Si aujourd'hui on est capable de mobiliser cet impôt, je pense que ça peut contribuer de plus en plus. Et je crois, j'encourage le ministre des Finances qui s'est lancé déjà dans cette réforme. Et d'ici le mois de septembre, il y aura déjà la phase pilote ici à Kinshasa. Et il y a également une deuxième réforme, c'est celle qui concerne l'élargissement de l'assainissement des zones économiques spéciales. L'exemple est simple. Aujourd'hui, hier, l'entreprise, par exemple, qui produisait Pepsi, n'était pas opérationnelle. Mais à partir du moment où cette entreprise devient opérationnelle, vous avez plus de 300 personnes qui sont engagées. Cela revient à dire qu'il y a 300 personnes qui vont contribuer également dans les trésors publics au travers l'impôt sur les rémunérations. Ça veut dire que cette entreprise-là va contribuer également sur l'impôt sur les bénéfices. Parce que c'est une entreprise qui produit du sucré, et ce sucré-là est consommé chaque jour. Donc, c'est des exemples comme ça que nous voudrions dans le cadre du programme d'industrialisation, parce qu'il y a plusieurs zones qui devaient être créées. Et la zone pilote, c'était la zone économique spéciale de Maluku. Nous voudrions que le gouvernement se lance également sur l'élargissement des autres zones. Donc, si je reviens sur la structure des dépenses présentée par Madame la Première ministre, je la remercie. Parce que la vision en réalité du président de la République, le programme présidentiel, les engagements que le président de la République trouve quand même leur sens dans cette loi des finances, dans ces projets de loi des finances. Aujourd'hui, l'agriculture doit être une priorité et le président en a insisté pendant la campagne électorale. Et là, je vois que 13%, ça veut dire au niveau de l'agriculture, les dépenses allouées au secteur agricole ont augmenté de 13%. Ce sont en réalité des prévisions. Et la question de la mobilisation de recettes pour nous permettre de pouvoir allouer ces 13% à l'agriculture, c'est là où vous allez voir que je vais toujours revenir sur la mobilisation de recettes. Parce qu'on ne peut allouer 13% à l'agriculture que si on a ce moyen. D'où ces moyens-là, il faut les mobiliser. C'est comme ça que vous voyez dans la loi des finances, il y a deux rubriques. D'un côté, vous avez les recettes, de l'autre côté, vous avez les dépenses. Les dépenses, ce sont des ambitions.
Mais de l'autre côté, les recettes, il faut les mobiliser pour que ces ambitions-là soient concrétisées. Et donc, en ce qui concerne l'allocation de 13%, l'augmentation de 13% dans le secteur agricole, c'est une bonne chose. Je félicite Madame la Première ministre quant à ce. Mais également, lorsque vous regardez, elle parle de l'augmentation également de l'enveloppe salariale. C'est quelque chose que le président de la République également a pris comme engagement afin que l'on puisse augmenter également le pouvoir d'achat de la population. Et cela va permettre, même si, parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Vous allez peut-être me demander... Le pouvoir d'achat, mais il faut que aussi le prix sur le marché puisse baisser. Il y a consolidation du franc congolais, il y a baisse de l'inflation, mais pas la baisse de prix sur le marché. Non, effectivement, c'est comme ça que les efforts doivent être menés à la fois au niveau de la politique monétaire, ça veut dire la Banque centrale, mais également le gouvernement, pour qu'il y ait une stabilité du cadre macroéconomique. C'est cette stabilité du cadre macroéconomique qui va permettre à ce que cette nouvelle augmentation des rémunérations des fonctionnaires puisse être bénéfique pour eux, pour qu'ils voient que le pouvoir d'achat a pu augmenter. Et donc, cette augmentation des rémunérations des fonctionnaires serait également une bonne chose, mais nous allons également proposer, appeler la Première ministre à ce qu'il y ait l'équité sociale. Et le président de la République avait insisté là-dessus au moment de sa campagne électorale, mais également dans les cadres de son programme présidentiel. Il faut qu'il y ait une grille, en réalité une harmonisation de la grille des rémunérations des fonctionnaires. Et cela va se passer également au travers cette augmentation. L'enveloppe salariale ici concerne aussi, ça concerne toutes les institutions. Oui, mais il faut retenir, parce qu'on ne doit pas mettre également la charrue avant le bœuf. La loi des finances est déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que nous attendions également les discussions qui vont se passer entre les législateurs ainsi que le gouvernement pour que, mais comme annonce, parmi de réformes également, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau du Parlement, déjà, l'idée de la réduction des trains de vie des institutions s'est matérialisée au travers de ces nouveaux projets de loi des finances où on a réduit également les frais, je crois, de fonctionnement liés à l'institution Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est des discussions qui vont se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Attendons voir. Nous allons suivre en profondeur les motivations également du gouvernement. Pourquoi le gouvernement ramène ce budget-là à 18 milliards et comment elle va pouvoir également concrétiser toutes ces assignations qui ramènent le budget à 18 milliards. Avec une augmentation, bien sûr, de 21% par rapport au budget 2024. Donc, il faut retenir que le budget, jusque-là, c'est encore un projet. C'est déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. L'Assemblée et la Chambre basse va examiner ces projets en première lecture et le Sénat aussi va à son tour examiner ces projets en deuxième lecture et puis ça sera l'adoption de ces projets de loi de finances exercice 2025. Gustave Tshibangou, il a été aussi toujours reproché au gouvernement l'inadéquation dans l'exécution des dépenses prévues et des dépenses d'exécution de dépenses et aussi les dépenses prévues. Comment expliquez-vous, comment comprenez-vous cela et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette inadéquation? Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir d'abord, Jojo, c'est que la loi des finances, ça veut dire les budgets, quant à ça, c'est un gâteau. Et ce gâteau-là est reparti en termes de dépenses. Ah, vous ne parlez pas comme les politiques qui voient le pays comme un gâteau, là. Effectivement, non, le pays n'est pas un gâteau, mais je parle de la loi des finances que je compare comme un gâteau pour permettre en réalité à tous les téléspectateurs de comprendre. Parce que des fois, quand on parle des 18 milliards, quand on parle des budgets, les gens pensent qu'il y a l'argent. Il y a déjà l'argent, qui est déjà coffré quelque part et que le gouvernement ne veut pas. En réalité, il faut que les gens comprennent que c'est une mobilisation. Il y a des recettes d'un côté et de l'autre côté, il y a des dépenses. Et le budget, en elle, c'est une loi. Une loi, un projet de loi prévisionnel. En réalité, on prévoit les dépenses et on prévoit également les recettes. Et ces recettes-là doivent être mobilisées. C'est grâce à ces recettes
que nous allons concrétiser également les dépenses. Et aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs inscrits dans l'exécution du budget à basse caisse, ce qui revient à dire qu'on ne peut dépenser qu'en fonction de recettes que nous avons mobilisées, juste pour éviter à ce que le gouvernement ou soit l'État congolais puisse recourir généralement au niveau de la Banque centrale et recourir au financement monétaire qui nous crée généralement des problèmes d'inflation, mais également de dépréciation du franc congolais. Donc, lorsque les fonds monétaires internationaux ou soit les conseils des institutions de Bretton Woods ou des conseils au gouvernement d'éviter des dépassements budgétaires, cela revient à dire que le fait que le budget c'est un gâteau et que vous, votre institution par exemple, on prend l'exemple par exemple du Parlement, on a prévu allouer par exemple 4 milliards de francs congolais au Parlement. Si les parlements consomment 6 milliards, cela revient à dire du fait que c'est un gâteau, il faut arracher de l'autre institution ou des autres institutions les 2 milliards de surplus du Parlement. Donc, c'est comme ça que vous voyez qu'il y a certaines dépenses qui, de fois, sont des dépenses des priorités, des dépenses d'investissement qui peuvent permettre en réalité l'État de devenir un État productif, sans, de fois, ne sont pas exécutées du fait qu'il y a eu dépassement, par exemple, des autres institutions. C'est pour ça que le président de la République avait demandé d'ailleurs au gouvernement pour qu'on puisse voir comment réduire le train de vie des institutions de la République. Mais éviter également des dépassements budgétaires. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui dans l'exécution, exemple du budget 2024, il y a cette réduction également des dépenses exceptionnelles, des dépenses en urgence. Donc le gouvernement a fourni un effort pour réduire les dépenses en urgence, parce que généralement c'est ces dépenses en urgence qui conduisent de fois au dépassement budgétaire de certaines institutions. Et les efforts sont fournis au niveau du ministère des Finances pour qu'on ait de moins en moins de dépenses en urgence. Et donc, les dépassements budgétaires, ce n'est pas une bonne chose. Et pourquoi il y a des fois aussi dépassements budgétaires pour certaines institutions? Parce que vous allez constater qu'au lieu que nous nous battions également sur la mobilisation de recettes, pourquoi on ne peut pas avoir aussi un budget réaliste au-delà des assignations? Ça veut dire que nous avons prévu 18 milliards, et qu'au moment de l'exécution, nous avons 20 milliards. Ce n'est pas impossible, cher Jojo. Ce n'est pas impossible en RDC. Nous en avons le moyen. Nous en avons des potentialités. C'est question... Mais pour ça, il faut travailler sérieusement. Que nous puissions travailler sérieusement. C'est question également que chacun travaille dans son secteur. Il n'y a pas que le ministère des Finances qui peut mobiliser. Il n'y a pas que les institutions... les directions générales, par exemple, des impôts qui doivent mobiliser. Non, chacun dans son secteur. Plusieurs ministères, même les ministères de l'Environnement contribuent également. Plusieurs ministères contribuent également dans la mobilisation de recettes. Donc, il ne faut pas voir seulement le ministère des Finances. Pas du tout. Donc, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit fournir l'effort d'accroître la mobilisation de recettes, mais surtout lutter contre le coulage de recettes dans nos différents secteurs. C'est ce qui va permettre en réalité l'État à avoir de moyens et au travers de ces moyens-là de pouvoir éviter également les dépassements budgétaires. Mais surtout, il faut une amélioration de la qualité des dépenses publiques. Vous avez vu que cette question a été également abordée dans ces projets de loi des finances parce que l'agriculture qui était hier un secteur abandonné, le gouvernement a augmenté également les dépenses liées à ces secteurs-là. Parce que, aussi longtemps que le pays ne sera pas un pays producteur, aussi longtemps que nous serons en train de consommer toujours ce qui vient de l'extérieur, oui, la dépréciation de la monnaie nationale sera permanente. Elle sera toujours avec nous. Du coup, il nous faut de moyens, il faut allouer de moyens dans le secteur agricole pour que nous puissions devenir ces pays-là producteurs, mais surtout aussi en produisant. Nous allons également améliorer la mobilisation de recettes parce que plus les gens produisent, plus les entreprises produisent, plus on contribue. Il y aura aussi des... On va exporter, les surplus sera exporté. Effectivement. Pourquoi pas également économiser en quelque sorte nos réserves d'échange qui sont
des fois dilapidés pour importer les chinchards, importer le poisson, les Thompson de la Namibie. Monsieur Gustave Tshibangou, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de l'invité de l'écho. Avec vous, nous avons parlé du budget national 2025. La première ministre Judith Suminwa a déposé le projet de ces budgets à l'Assemblée nationale. L'Assemblée à son tour et le Sénat vont examiner et puis procéder à l'adoption de ces projets de budget 2025. J'ai dit merci à l'équipe l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission et aussi à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre aimable attention. Nous vous reviendrons avec d'autres sujets intéressants avec le même plaisir. Merci.